Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Abel Limbilobé a retrouvé sa place sur les plateaux des différentes télévisions privées camerounaises. L'ancien conseiller municipal à la mairie de Douala 5e a profité de cette tribune pour revenir sur les actions de sabotage que mène l'honorable Jean-Michel Nicheux contre le ministre de la Santé camerounais qui, actuellement, est en charge de la gestion des fonds alloués à la pandémie du coronavirus. Pour Limbilobé, le rôle d'un député n'est pas de persécuter les membres du gouvernement, Jean-Michel Nicheux n'est pas dans son rôle. Mais que cherche le député Jean-Michel Nicheux dans cette campagne de sabotage qu'il mène contre le ministre de la Santé camerounais? Suivons maintenant le décryptage de la situation par l'homme politique Abel Limbilobé qui est sur le plateau de Dipita Tongo. Suivons. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Face à l'actu, émission dominicale qui, comme vous le savez, revient sur les faits marquant l'actualité de la semaine, tels que traités par la rédaction de STV, et surtout un invité qui les commente pour les analyser, afin que vous, chers amis téléspectateurs, puissiez en décrypter le message. Ce dimanche donc, de long en large, nous reviendrons sur la Covid-19. Vous le savez, cette pandémie qui martyrise littéralement le monde entier. Et le président Paul Biya, à l'occasion de son message à la nation, à l'adresse du 31 décembre, est également revenu pour non seulement faire une forme de bilan, mais surtout jeter les perspectives, si tant il est vrai que le Cameroun réussit à contenir cette pandémie. On parlera également de la politique intérieure, avec la finalisation, selon le gouvernement, du processus de décentralisation, à travers les régionales qui ont eu lieu, les élections des conseils régionaux et le déroulé de cette politique-là qui va s'observer tout au long de l'année 2020, tout au moins pour ce qui est des premiers pas. La crise au nord-ouest et au sud-ouest et la polémique autour de la carte nationale d'identité feront également l'objet de cette émission, tout comme le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui s'ouvre dans quelques jours. Ce sera le 16 janvier ici à Douala, Yaoundé et Limé. Invité ce soir, Abel Limbilobé, qu'on ne présente plus, homme politique, désormais au sein de la plateforme Karoutal. Évidemment, depuis plus d'une quinzaine d'années, Abel Limbilobé vit la politique en tant qu'acteur principal au Cameroun. Abel Limbilobé, bonsoir. Bonsoir, Dipita Tongo. D'entrée, je voudrais vous dire bonne année 2021. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau cette année, surtout que on vous sait, j'ai failli dire revenant de quelques déboires. Oui, bonne année, merci beaucoup. Mais je profite aussi pour dire bonne année à nos téléspectateurs. Et oui, je suis un peu un revenant. Merci de toute l'attention dont STV a pu me couvrir à ces moments difficiles. Et je suis debout. Je crois que vous avez beaucoup prié les uns les autres. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens comme Zonga m'avait dit que le jour de ta mort, il y en a qui viennent voir si tu es vraiment mort. Vous l'avez eu depuis, vous en avez discuté après encore. Je pense qu'il a recouvré la liberté. Je lui avais d'ailleurs dit que personne ne le cherchait. Il s'était plaint que les Bamblekés ne l'ont pas caché. Ah ben. Bon, je lui ai dit, il te cache pourquoi? Là où tu es en train de m'appeler, si on veut t'arrêter, on va t'arrêter, on sait où tu te trouves. Donc, je crois intimement que le gouvernement n'avait pas grand-chose à faire contre lui. Et c'est pour ça qu'il est libre. Cela dit, nous sommes pratiquement le 10 janvier, c'est le début de l'année. En termes de perspective sur cette année 2021, dans les différents domaines de la vie, socio-politique, économique et sportif, en un ou deux mots, comment est-ce que vous entrevoyez cette année 2021? Écoutez, vous allez parler tout à l'heure, je crois que vous avez inscrit ça au programme. Nous allons parler de la CHAN, qui est un grand événement pour le gouvernement, parce que le gouvernement s'est battu pour que les conditions optimales soient enfin réalisées. Il y est parvenu. C'est une bonne chose. Au sein de la plateforme Karoutal. C'est une très bonne chose. Et je pense que, peut-être d'ailleurs que j'aurais à le redire, si ça ne dépendait que de moi,
il ne fallait octroyer l'organisation de tout ce type de compétition qu'à des pays qui sont prêts au moment où ils déposent la demande. Ils ne doivent pas être en train de dire « nous allons construire ». Parce que les États africains vivent des conjonctures tellement variables et tellement aiguës que dire que dans 2 ans ou dans 4 ans, nous allons construire 3, 4 ou 5 ou 6 stades, et ainsi de suite, les hôtels et tout, ça peut être pour beaucoup de pays irréalisable. Cela a été irréalisable pour le Cameroun. Mais en même temps que le Cameroun n'a pas pu être à jour au moment précédemment indiqué, il a mis le temps qui s'est donc écoulé pour se mettre définitivement à jour. D'accord. Et il y est parvenu. On doit féliciter le gouvernement. Organiser une CHAN ou une Coupe d'Afrique est une bonne chose, mais ce n'est pas un impératif catégorique. On ne va pas tuer le gouvernement parce qu'il voulait faire, il n'a pas pu, et que 2 ans ou 3 ans après, il est enfin up-to-date pour pouvoir le faire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons maintenant des stades qui sont fonctionnels, nous avons des routes qui desservent ces stades, et globalement, nous avons un équipement hôtelier qui peut abriter les visiteurs de toutes sortes. Donc je pense que le pays peut se réjouir de pouvoir organiser une compétition et même la Coupe d'Afrique qui va suivre. En 2022. Voilà, dans des conditions tout à fait acceptables. D'accord. Ce sera une bonne manière d'oublier les devoirs antérieurs. Voilà. Cela dit, je suggère qu'on prenne peut-être le premier reportage de cette émission. Vous le savez, je l'ai dit à l'entrée, Paul Biya s'est adressé aux Camerounais dans un message où il a davantage demandé de continuer à respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation pour barrer la voie à la Covid. Nos équipes ici à Douala sont allées dans les rues pour voir si les Camerounais ont véritablement écouté ce discours, notamment les prescriptions autour de la pandémie. Suivez plutôt. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains. Paul Biya semble avoir prêché au désert. 7 jours après l'interpellation du chef de l'État, rien n'a changé. Dans les rues de la ville de Douala, c'est un vent de relâchement qui souffle fort, entraînant presque tout le monde à son passage. La Covid-19, une maladie des Blancs. Le Cameroun a vaincu la Covid, Monseigneur Cléda soigne ça. Autant d'arguments avancés pour ne plus respecter les mesures barrières. Et depuis un bon bout de temps, c'est comme si cette affaire était finie. Voilà pourquoi nous ne sommes plus motivés pour remettre ça, moi particulièrement. Oui, j'ai bien suivi le discours, mais jusque-là, je dis, la propagande et autres a un peu diminué au quartier et puis dans d'autres médias. Voilà pourquoi nous ne sommes plus motivés à cela. Et puis on ne rencontre pas trop de cas, on entend seulement. Mais le temps que je reste avec ça longtemps, ça m'étouffe. C'est ça qu'il faut. Ouais, ils ne nous aiment pas, ils ne m'aiment pas plus que moi-même. Déjà, moi, ça me met mal à l'aise. Dans nos mœurs, ça dérange. C'est vrai, la maladie est donc comme ils le disent. Mais moi, il faut vous le dire sincèrement, moi, je n'ai pas encore vu un cadavre de corona à côté de moi. Hein. Oui, je ne dis pas non, mais ce jour, est-ce que lui-même avait le masque, lui-même avait porté le masque? Moi, je pose une question bête. Lui-même avait porté le masque ce jour-là. Voilà. Donc, pour moi, la vie, c'est une question de choix. La vie, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas important, le masque ne va pas mourir. Hein. Masque ou sans masque, on est appelé à mourir. Pourtant, dans les autres pays du monde, la maladie connaît un rebond inquiétant avec, dit-on, une nouvelle souche du virus qui entraîne une 3e vague de contamination. Loin d'en être épargné, le Cameroun aurait enregistré 1549 nouveaux cas en l'espace de 23 jours, affirmation du ministre de la Communication le 23 décembre dernier. D'ailleurs, des experts à qui la télévision nationale a tendu son micro font savoir que la situation se serait davantage accrue à la faveur des fêtes de fin d'année. Des alertes qui semblent ne pas concerner les Camerounais, qui, pour une grande majorité,
barre désormais la voie aux mesures barrières. Abel Eline Bilobé, ce comportement, cette attitude des citoyens face à la pandémie vous inspire-t-elle, vous inspire-t-il ce comportement en commentaire? Oui, disons d'abord que l'un de vos intervenants qui joue à être intéressant, et en disant d'ailleurs lui-même, il dit qu'il pose une question bête. C'est pas une bonne chose de poser des questions bêtes. En demandant si le chef d'État lui-même a mis le masque. Quoi qu'il n'y a pas de question bête, le chef d'État est seul dans son environnement. Il n'a pas à se protéger de rien, puisqu'il n'y a aucune menace autour de lui. Il est seul. Il peut donc ne pas mettre le masque. Et le masque, oui, mais avant toute chose, la distanciation sociale. C'est pour ça que vous voyez que le chef de l'État raisonnablement peut recevoir un invité, mais s'ils sont à 3 mètres l'un de l'autre, les conditions de propagation du virus sont relativement maîtrisées. Donc il ne faut pas faire ce genre d'intervention juste parce que on vous a tendu un micro. D'accord. Nous devons nous rendre compte que tout ce que nous disons à la télévision a un impact sur les esprits. Oui, il y a un relâchement, mais j'appartiens à la catégorie de ceux qui, dès le début de cette maladie, au regard de ce que le monde scientifique avait comme outil et la pertinence de ces outils, il m'avait été donné plusieurs fois de dire que nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Exactement comme on n'a pas découvert le vaccin du sida, mais les gens ont appris à vivre avec le virus du sida. Ils ont appris à se protéger d'une manière ou d'une autre. Certains ont intégré dans leur vie de libertinage sexuel l'utilisation systématique d'une mesure barrière, le préservatif. D'autres ont discipliné leur vie en renonçant à une prolifération de partenaires sexuels. Autant de choses qui concourent à limiter la circulation, la transmission de ce virus. Les gens apprendront également à vivre avec le coronavirus. Absolument. Et les organismes aussi feront ce qu'ils ont toujours fait dans l'humanité. On a toujours... l'histoire des épidémies nous montre que on parvient toujours à développer une immunité collective à un moment donné. Bien sûr, le vaccin y est pour beaucoup, mais vous avez, par exemple, ici chez nous, les gens se vaccinent presque pas du tout. D'accord. Avec la grippe ordinaire. Absolument. Pourtant, elle est très, très, très contagieuse, mais les gens apprennent à vivre avec. Et voilà, donc je pense que le chef de l'État a raison de rappeler la nécessité de ne pas se comporter comme si le problème était résolu. Mais cela dit, ce qui fait davantage l'actualité autour, c'est la gestion de la pandémie. Évidemment, le Cameroun compte être parmi les pays dont la situation n'est pas alarmante, n'est pas critique, qui a d'ailleurs reçu des félicitations des organisations internationales, l'OMS entre autres. Mais cela dit, sur le plan interne, on a quand même pu voir, pas forcément sur le plan purement technique, sur le plan médical, la gestion de la pandémie, mais dans le mouvement, la gestion des fonds. Vous savez qu'on a mobilisé beaucoup d'argent autour, et d'ailleurs je pense à l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui depuis environ 6 mois monte au créneau pour dénoncer comment il appelait ça, ce masque qui couvre la gestion des fonds autour de la Covid, tel que les marchés sont distribués, tel que les fonds sont gérés. Plusieurs fois, Jean-Michel Nitieux a d'ailleurs interpellé le ministre de la Santé publique. Je n'aime pas ce que M. Nitieux fait autour Il est dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Il est dans son rôle comment? Il n'est pas dans son rôle. Le rôle d'un député, ce n'est pas de persécuter
les citoyens ou de persécuter les membres du gouvernement, de les jeter en pâture. Il interpelle une gestion dont il estime que... De les entourer de suspicion. Or, c'est ce que M. Nietzsche fait. Il développe un discours purement suspicieux qu'il n'alimente avec aucun élément, aucune pièce à conviction qui pourrait fonder sa suspicion. Parce que si on peut avoir la liberté de douter, mais quand vous exprimez ce doute publiquement, vous n'êtes plus dans le simple domaine de la liberté de penser. Vous êtes dans l'expression. Et à ce moment, il y a une exigence de fondement de votre expression. Il faut que les gens fassent très attention avec la perception qu'on se donne de la liberté d'expression. S'il y a la liberté de penser, et le premier vice-président de la Cour suprême avait fait un exposé extrêmement brillant, et j'ai toujours utilisé cet exposé, je l'ai d'ailleurs plusieurs fois recommandé à nos compatriotes, sur la démesure qui a envahi le champ des libertés publiques au Cameroun. Il y a la liberté de penser. Personne ne peut entrer dans la tête de M. Dupita pour savoir ce que vous pensez. Mais lorsque vous décidez de dire ce que vous pensez, l'infraction peut être à côté. Donc ce que vous dites doit être assorti d'éléments qui construisent la sincérité de votre pensée. Or, dans tout ce que M. Nietzsche fait, il y a une volonté manifeste de laisser circuler dans l'opinion l'idée que comme il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu corruption. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'argent seulement dans le Covid. Pourquoi M. Nietzsche ne pose pas les problèmes de gestion des fonds de l'autoroute Yaoundé-Douala qui est à 60 km depuis combien de francs? Il ne pose pas la question de savoir combien de francs on a déjà mis d'argent, où est parti l'argent, on a fait quoi avec? Pourquoi il ne pose pas ces questions? On a déjà mis combien de francs dans le financement des partis politiques qui n'arrivent même pas à se construire un siège depuis une vingtaine d'années qu'on finance les partis politiques, parmi lesquels le SDF qui reçoit plus de 200 millions chaque année depuis plus d'une dizaine d'années. Mais à sa décharge, il est libre en tant que député de la nation de choisir son créneau. Oui, et justement, de ce mais point de vue, en même temps, justement, vous me rappelez, je vous ai gardé ce petit morceau choisi. Je me demandais bien à quel moment ça arriverait. Oui, c'est très important. Vous savez, j'aime beaucoup le livre de Proverbes parce que quand vous lisez le début du livre de Proverbes, on vous dit pourquoi on a créé ce livre. D'accord. Pourquoi on l'a écrit? On dit les Proverbes de Salomon pour connaître sagesse et discipline, pour discerner les paroles d'intelligence. Vous voyez, il y a des paroles qui ne sont pas des paroles d'intelligence. Et Proverbe, c'est pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir la discipline qui rend perspicace. Vous voyez, la justice et le jugement et la droiture, pour donner aux personnes inexpérimentées la finesse, aux jeunes hommes connaissance et capacité de réflexion. C'est pour ça que le livre des Proverbes est très important dans certaines circonstances. Je l'évoque toujours. Et je l'évoque ici. Le roi Salomon dit dans le chapitre 28, verset 21, il dit « Faire preuve de partialité n'est pas bien. » Où voulez-vous en venir? À l'attitude que vous appelez la liberté de choisir le créneau dans lequel il va exercer ses missions de député, qui pour vous serait la liberté de susciter de la suspicion. Il n'y a pas de liberté à susciter la suspicion. La suspicion doit venir des actes dont vous avez la preuve de l'existence et qui vous amène donc à penser qu'il y a quelque chose d'irrégulier. Mais la suspicion ne peut pas être basée simplement
sur le fait que le Covid a drainé beaucoup d'argent. Oh, c'est fini, il faut voir. Il y a beaucoup d'autres choses qui drainent beaucoup d'argent pour lesquelles M. Nietzsche ferme sa bouche. En particulier lorsque c'est de l'ordre de son intérêt. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que vous soupçonnez le député Je suis opposé à cette attitude qu'on veut présenter comme une action relevant des missions d'un parlementaire. Ce que M. Nietzsche fait n'a rien à voir avec le parlementarisme. Comment ça? Ça n'a absolument rien à voir. Il est en train d'avoir un comportement... Le contrôle de l'action gouvernementale. Mais oui, le contrôle de l'action gouvernementale. Il a des procédures, il a des cadres dans lesquels l'action gouvernementale est contrôlée. Le seul fait d'être député ne vous permet pas de vous asseoir dans votre chambre et de dire « je suis dans ma chambre, je contrôle l'action gouvernementale » en demandant que M. Mahmouda passe devant un tribunal. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça le contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale se passe au Parlement pendant les sessions du Parlement. Le contrôle de l'action gouvernementale se passe aussi dans des missions spécifiques que le Parlement peut vous confier en l'espèce. M. Nietzsche n'a reçu mandat de l'Assemblée nationale pour aller faire une investigation de quelque nature que ce soit. Le seul fait d'être député ne vous donne pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est député qu'il va entrer ici dans STV pour venir voir si effectivement vous avez reçu des fonds d'un parti politique ou bien si vous avez fait ceci ou cela. Donc ne croyons pas que quand quelqu'un est député, ça lui donne le droit d'entrer où il veut, n'importe comment. Il y a des missions spécifiques que le Parlement peut confier à ses membres dans des conditions bien particulières. Rien de tout ça n'est rempli. On prend le nom, on prend M. Mahmouda, Manaouda Malachi, autant pour moi, on le jette en pâture pour des choses que si on n'est pas sûr que si on fait une investigation maintenant, Nietzsche aura raison. Mais lorsqu'il n'aura pas raison, est-ce qu'il va réparer le préjudice moral que monsieur le ministre subit du fait de ce climat de suspicion qu'on jette autour de son action? Au demeurant, je prends acte et avec satisfaction que la question de la problématique que M. Nietzsche essaie de soulever je demande même qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que M. Nietzsche le dit que le gouvernement doit déclencher une commission d'enquête. Parce que le gouvernement a des mécanismes de contrôle qui fonctionnent au jour le jour, qui devraient fonctionner au jour le conseil, comment on appelle ça, le contrôle supérieur de l'État, qui doit pouvoir faire son travail. Et tant que les fonds sont derrière le Voilà. Mais... Et je voudrais terminer en disant que le comportement de M. Nietzsche lui-même, il n'est pas exempt de suspicion. Comment ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que comme lui, il suspecte le ministre, on ne peut pas le suspecter d'être à la tête d'une action qui vise à perturber la sérénité du gouvernement et du ministre dans le but de servir des intérêts occultes. Non, comment ça? Oui, mais parce que, écoutez, j'ai toujours dit, quand vous voyez des gens faire des choses avec autant de zèle, les intérêts sordides. Alors, tout le temps, vous soupçonnez l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Je vais vous dire que c'est de l'intérieur, et lui, Nietzsche doit le savoir s'il ne le sait pas, que c'est de l'intérieur du SDF que sortent des informations sur les motivations de son action, qui n'ont rien à voir avec la recherche de la transparence. D'accord. C'est de l'intérieur du SDF et pas des gens qui ne sont pas d'accord avec sa posture, parce que sa posture ne relève pas des intérêts du parti. Ça ne relève pas des intérêts même de la société, ça relève d'un lobbying. D'un lobbying probablement initié par des gens qui aimeraient bien prendre la place du ministre. Non, ça aussi c'est une lecture trop facile. Non, mais c'est les réalités camerounaises. On sait aujourd'hui au Cameroun que quand des gens visent des postes ministériels, ils organisent qu'une certaine presse à gage se dresse contre M. Dipita Tongo. Vous n'êtes d'ailleurs pas très loin d'être victime d'une presse à gage. L'objet de l'émission qui s'est intéressé à vous. L'objet de l'émission n'est pas moi. De tenue Abel Elibilobé. Je suggère
le sujet comprenne cet extrait du président de la République, d'ailleurs, qui s'est évidemment, je l'ai dit, exprimé sur la question et qui lui a dit son satisfait quant à la gestion de cette pandémie, tout au moins à l'endroit du personnel médical qui jusqu'ici tient debout dans la gestion de la pandémie. Suivez plutôt. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je commence ce message traditionnel en vous parlant de l'irruption sur notre planète de la pandémie du coronavirus. À cet égard, l'année 2020 restera certainement dans les mémoires comme une année sombre, marquée par des centaines de milliers de morts à travers le monde. Comme la quasi-totalité des pays, le Cameroun a été touché, peut-être moins gravement que d'autres États. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auquel de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Question. Maintenant, essayons de faire la projection. On parle d'une troisième vague. Du côté de l'Europe, le Cameroun a pris des mesures dès les aéroports, avec le filtrage, la détection, évidemment le suivi de ceux qui seraient positifs à la pandémie. Êtes-vous pessimiste, optimiste pour la suite? Non, moi je pense que, bon, le petit scientifique que je suis, je sais que nous n'avons pas encore maîtrisé complètement le comportement de ce virus. Et en l'état actuel des idées scientifiques qui circulent ici et là, le climat serait un élément relativement protecteur pour nous dans les pays tropicaux. La situation n'est pas seulement assez, disons, satisfaisante au Cameroun. Elle est au Tchad, elle est au Gabon, elle est au Niger et tout ça. On voit très bien que les pays sahéliens, Burkina et tout ça ne présentent pas des conditions critiques comme c'est le cas en Europe, où nous sommes effectivement très préoccupés. Parce que la situation européenne doit nous préoccuper. Ça impacte dans le monde entier. Ça impacte dans le monde entier. Donc, nous savons que le climat est probablement quelque chose qui nous aide. Mais on ne doit pas faire comme si c'était l'affaire des autres dans les autres pays. Donc le gouvernement, à mon avis, jusqu'ici a fait ce qu'il est tout à fait naturel de faire. Contrôler les mouvements des voyageurs. On voit très bien qu'il s'est développé une nouvelle souche qui présente des capacités de contagiosité extrêmement préoccupantes. Bon, donc il faut éviter que les gens qui viennent de Grande-Bretagne où cette variante est apparue et en Afrique du Sud, qu'ils entrent au Cameroun. Je crois que les mesures sont prises dans ce sens-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a que dans certaines situations, il faut que nous ayons le réflexe de laisser le gouvernement faire. De ne pas croire que parce que nous avons un combat politique contre le gouvernement, il faut saisir tout comme opportunité de combat politique pour jeter le gouvernement ou bien le régime à terre. Je suis de ceux qui demandent aux uns et aux autres de prendre des distances par rapport à cette conception de la lutte politique. Donc je pense que le gouvernement est en train de faire ce qui a lieu de faire. Et il n'est pas seul.
tous les autres gouvernements aux environs font exactement la même chose. D'accord. Et nous avons des résultats à peu près communs. Qui sont relativement satisfaisants en l'état actuel des choses, sauf s'il comment on appelle ça, il apparaissait, par exemple, une souche qui pourrait donc être très adaptée à notre environnement et qui pourrait nous compliquer la vie. Pour le moment, nous pouvons nous réjouir que les choses se passent relativement bien dans notre pays, mais ça ne nous dispense pas d'être prudents et donc de respecter les mesures éditées par le gouvernement. Sortons de la Covid, parlons de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec cette triste nouvelle qu'on a vécue cette semaine, notamment dans la Momo, à l'issue de l'installation du nouveau sous-préfet. Il y a eu une attaque terroriste séparatiste qui a coûté la vie à 5 personnes, parmi lesquelles une civile, une consoeur, la déléguée départementale de la communication, et puis 4 militaires, 4 hommes en tenue qui sont tombés. Suivons ce reportage, revenons derrière pour parler de la sortie de cette crise éventuelle. 2 jours, c'est le temps qu'a duré la visite de travail du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense dans la région de l'Adamawa, laquelle visite de travail. Sur les antennes de la CRTV Radio, son chef, le délégué régional de la communication pour le Nord-Ouest, l'a décrit comme une passionnée de journalisme. La preuve, elle est morte dans l'exercice de ses fonctions sur le terrain comme la professionnelle, mais surtout l'amoureuse de la profession qu'elle était. Déléguée départementale de la communication dans la Momo, Lioussi Rebecca Gémé fait partie des 5 personnes tuées dans une attaque contre le convoi du préfet du département de la Momo dans la région du Nord-Ouest Cameroun, alors que ce dernier revenait de l'installation des sous-préfets des arrondissements de Dikwa et Andek. Selon le communiqué du ministre de la Communication, le cortège qui se rendait à Bengui est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés, constitués de grosses bonbonnes à gaz, de forte puissance et de grandes capacités destructrices, lâchement dissimulées. Dans un message radioporté signé du collégien Nord-Ouest, le colonel Bombiswe Raymond, le 6 janvier, on apprend qu'immédiatement après l'attaque, il n'était pas possible d'identifier 3 des 5 corps, car ceux-ci se trouvant dans les bas-fonds des profondeurs escarpées. On rappelle, c'est dans le même département qu'un sous-préfet a été enlevé par des sécessionnistes le 11 février 2018, alors qu'il allait présider les festivités marquant la fête de la jeunesse. Première autorité administrative prise en otage depuis le début de la crise, son enlèvement marquera le début d'une longue série de kidnappings. Au moment où le Congrès américain, dans sa résolution 684, appelle à un dialogue inclusif et critique, International Crisis Group compte 3000 personnes déjà tuées dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le début de la crise en 2016. Tout à l'heure, je vous demandais si vous étiez optimiste ou pessimiste par rapport à la Covid. J'ai envie de reposer la même question, mais je vais un peu plus loin. Doit-on désespérer, Abel? Je veux dire qu'on a presque tout dit sur cette crise. Bon nombre de personnes, d'institutions se sont exprimées sur les mesures, éventuellement les procédures à prendre, à envisager pour sortir de là. Chaque jour, on a l'impression que la crise bat de l'aile, mais après un acte comme celui-là, on se rend compte que de façon présente encore, on n'est pas sorti de cette galère-là. Quand vous connaissez l'histoire de ce genre de crise dans le monde, des situations comme celle-là sont regrettables, mais elles n'émeuvent pas outre mesure. Elles sont consubstantielles même à la nature de la crise. Vous aurez toujours, quand bien même on progresse vers le triomphe des principes et le triomphe des forces de sécurité, vous aurez toujours des actions résiduelles qui sont des formes de battement de la poule. Quand vous coupez la tête d'une poule, vous avez coupé sa tête, elle va mourir, mais elle s'agite. Donc ça peut être des actions de cette nature. L'histoire des crises dans le monde entier, ce type de crise montre que vous aurez toujours des résurgences ici et là, mais ça n'empêche pas que l'on soit en train de progresser résolument vers la paix, que vous allez
au Pays basque espagnol, vous voyez très bien que le sécessionnisme basque est endigué. Mais bon, il y a toujours des petits trucs ici et là. Vous allez chez les Corses, vous avez toujours des petits trucs à gauche et à droite, mais qui n'empêchent pas un État d'exister en tant que tel. Donc, je suis optimiste. C'est-à-dire que l'histoire m'apprend que dans ce genre de crise, à l'exception de quelques rares cas, c'est l'unité nationale qui l'emporte. Partout où il y a eu des velléités sécessionnistes, sur 1000 cas, vous avez 999 échecs. L'intégrité des territoires a été préservée. Préservée par les territoires qui en avaient la mission, mais préservée aussi par l'ordre politique international. Ça se passe comme ça, et ça se passera comme ça pour le Cameroun. Donc je dirais d'ailleurs que quand j'apprends que le Congrès américain demande le dialogue, je suis tenté de dire, mais le Congrès aurait mieux fait de demander que M. Biden et M. Trump dialoguent. Hein? Ils doivent dialoguer. Puisqu'on peut piétiner les principes n'importe comment, mais vous voyez très bien qu'il n'est pas question de dialogue avec M. Trump et sa bande aux États-Unis, il est question de poursuite judiciaire, il est question d'impeachment. On est sur le point de renverser M. Trump avant même la fin de son mandat. C'est-à-dire que vous avez des gens aux États-Unis qui disent que même comme son mandat finit dans 14 jours là, ce qu'il a fait est suffisamment grave, il faut le destituer. Ce sera peut-être la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on aura destitué un président à 10 jours de la fin de son mandat, mais le destituer quand même pour les besoins de la symbolique, etc. On n'est pas en train de dire là-bas qu'il faut négocier avec M. Trump. Et c'est ce congrès qui vit ce genre de situation qui va nous donner des raisons ici de négocier avec même des gens. Même si la situation n'est pas similaire. Les situations ne sont pas similaires. On peut même vous montrer qu'elles le sont dans la mesure où il s'agit de violation des principes fondamentaux qui structurent les États. C'est de ça qu'il est question. M. Trump n'est pas en train de se résoudre d'accepter le principe qui veut que quand il y a une élection, à un moment donné, tout le monde s'en tient à la décision judiciaire. Alors, la décision judiciaire rendue par la Cour suprême, etc., dit que c'est M. Biden qui a gagné les élections. Les recours sont terminés. C'est la même chose que nous avons demandé à M. Kamto de faire au Cameroun, de s'en tenir à un moment donné à la décision judiciaire. Le monde fonctionne comme ça. Vous pouvez vous chamailler, vous allez au tribunal, il y a des phases, et puis à la fin, il y a la fin. Il y a la fin de la procédure. On ne peut pas continuer dans un système où, tant que vous n'avez pas raison, la procédure ne s'arrête pas. Ça, ce n'est plus la démocratie, ce n'est plus l'état de société. Nous sommes là dans un état totalitaire où un individu peut penser que c'est lui qui a raison. Et il doit le faire, vaille que vaille, coûte que coûte. Là, nous ne sommes pas dans la démocratie, nous sommes dans le totalitaire. Donc vous dites pour le NOSO, encore plus de patience. Donc, nous devons être persévérants, nous devons soutenir nos forces. Elles sont en train de faire le travail qui est leur mission. Même si beaucoup, notamment ceux qui observent, ceux qui ne partagent pas forcément le point de vue du gouvernement, estiment que la stratégie gouvernementale de résolution n'est peut-être pas la bonne. Oui, mais ils bavardent. Ils invitent, ils souhaitent que les séparatistes, ou alors ceux qui ont pris les armes, se retrouvent effectivement autour de la table. Oui, ils disent des choses comme ça que l'expérience nous montre que c'est insensé. On ne fait pas la politique. Moi, j'ai les mêmes vies de toi, tu as les armes, mais on fait la politique. La politique ne se fait pas comme ça. Elle n'est pas conçue pour ça. Ceux qui viennent la faire comme ça sont en train de faire quelque chose qui est contre nature. C'est pour ça qu'ils doivent être combattus. Pourquoi on n'a pas discuté avec Ben Laden? Le monde occidental ne discute pas avec Ben Laden. Pourquoi? Ou alors Al-Qaïda, ou bien Daesh. Pourquoi on les combat? Parce qu'il y a des principes fondateurs du monde qui organisent le monde, sur lesquels tout le monde est d'accord de ne pas transiger. Sinon, vous allez vous mettre à transiger sur tout. Il n'y aura plus de principe. Le principe, c'est que, premièrement, le séparatisme est interdit. D'ailleurs, je vous ai gardé même aussi... La Bible parle de ça également. Oui, un morceau choisi qui parle justement du séparatisme.
Même la Bible interdit le séparatisme. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 28, le roi Salomon, il y a plus de 2000 ans, disait déjà, ne recule pas une frontière d'autrefois que tes ancêtres ont faite. Ne recule pas une frontière d'autrefois que tes ancêtres ont faite. N'empêche qu'à Berlin, en 1945, quand les Occidentaux se sont réunis, c'était justement pour parler de ces frontières. C'est pour ça que quand on a fait donc la Société des Nations, et après l'ONU, et puis après pour ce qui concerne l'Afrique, l'OUA et l'Union africaine, le principe c'est quoi? C'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Parce que si vous voulez revenir tout le temps sur les erreurs de vos prédécesseurs, vous dites que oui, on avait tracé comme ça, on a décidé de ça, mais non, Django Fontaine n'était pas bien, on l'avait trompé, il n'était pas charismatique, blablabla, bla, bla, bla. Vous allez passer toute votre vie à refaire l'histoire. Et ça, c'est source de conflits interminables. À côté de ça, le gouvernement prescrit, et on a pu le voir, la décentralisation, on a pu voir la mise en place des conseils régionaux. Bon, le grincement dedans ici, c'est qu'on a le sentiment que malgré la décentralisation souhaitée, puisque tout est encore entre les mains du parti au pouvoir, le RDPC, on risque de faire avec les mêmes, j'ai failli dire, écarts. Non, vous ne devez pas être porteur de telles idées spécieuses qui donnent l'impression que c'est juste, mais est-ce que la décentralisation, c'est pour que le parti au pouvoir tombe? Ça, la décentralisation est conçue pour que celui qui est au pouvoir tombe. La décentralisation n'a rien à voir avec les partis politiques qui sont au pouvoir ou qui ne sont pas au pouvoir. Elle est une procédure d'organisation, un procédé d'organisation, une façon d'organiser la gestion des affaires publiques. En considérant qu'il est bon que certaines affaires soient traitées à l'échelon local. Et on se rend d'ailleurs compte qu'il est mieux que beaucoup d'affaires soient traitées à l'échelon local. Vous voulez enlever les ordures, est-ce que c'est à Yaoundé qu'on doit chercher à savoir comment les gens qui salissent la ville de Douala doivent se comporter? Est-ce que vous voulez de l'eau? Est-ce que c'est Yaoundé qui doit savoir comment ou est-ce qu'il faut creuser des forages? Donc on se rend compte que si vous voulez que la gouvernance, la façon d'administrer les gens dans une société donne des résultats plus rapidement et de façon tangible, il faut que les décisions se prennent sur le plan local. Maintenant qu'on a posé ce principe, c'est ça qui est la décentralisation. Maintenant, qui va gérer donc? Là, la compétition politique arrive. Et dans cette compétition politique-là, si c'est le RDPC qui gagne, parce que c'est lui qui a su prendre des comportements ou des mesures stratégiques efficaces pour gagner, nous n'allons qu'avoir nos yeux pour pleurer. Mais on ne va pas faire un procès. Parce que j'entends ce discours qui se développe dans notre pays depuis un certain temps, où on veut culpabiliser celui qui gagne, en disant « oui, tu gagnes trop ». Oui, mais c'est davantage quand on regarde quand même les résultats de gestion sur le terrain, non? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Pas d'électricité, pas de route. Cela voudrait donc logiquement qu'on interpelle le gestionnaire. Vous avez raison. Cela voudrait donc dire qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui détermine le choix des électeurs. Nous, ce qu'on a cherché à comprendre. Vous pouvez parler des électeurs en considérant que a priori, ipso facto, ils doivent enlever les gens parce qu'il n'y a pas l'eau et l'électricité. Or, l'eau et l'électricité, c'est important, mais ça peut ne pas être ce qui détermine la décision de l'électeur. L'électeur peut être déterminé à avoir Dipita Tongo ici, parce que Dipita Tongo incarne quelque chose. Même comme il n'arrive pas à donner l'eau et l'électricité, on décide de le maintenir. Et j'ai fait une étude qui a montré justement à Douala 5, sur 382 bureaux de vote en 2013, le RDPC sur les 5 partis qui étaient en compétition est premier dans 320 bureaux de vote. Ça m'a amené à me poser la question de savoir, mais monsieur Dipita, est-ce que c'est les problèmes d'eau et d'électricité qui déterminent le choix des gens? Les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, mais nous venons en compétition électorale, ils renouvellent leur confiance au RDPC. Cela voudrait probablement dire que
nous venons en compétition. Oui, il n'y a pas l'eau. Oui, il n'y a pas l'électricité. Mais nous ne produisons pas des signes rassurants qui amènent les électeurs à dire si on enlève Dipita, on met Elimbi, il y aura l'eau. Ok. Ça, c'est tout un autre débat. L'autre question que nous avons suivie cette semaine, et cette fois, c'est du côté de Yaoundé, c'est la problématique autour de la carte nationale d'identité. La délégation générale de la Sûreté nationale a monté au créneau au cours d'un point de presse pour s'exprimer sur la question. Pourquoi les Camerounais n'ont-ils pas de carte, ou du moins un bon nombre, se plaignent de leur incapacité à entrer en possession de leur CNI? Voici une tentative de réponse. Le mouvement fait fureur sur les réseaux sociaux. Je veux ma CNI. Il naît des interminables prolongations de dates de péremption apposées sur les récépissés de carte nationale d'identité. De 3 mois en 3 mois, il n'est plus impossible de passer plus d'une année avec son récépissé, document qui à la base devait être utilisé de façon temporaire en attendant la délivrance de sa CNI. Le hashtag lancé, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à adhérer au mouvement, au rang desquels des politiques. Dans un post sur sa page Facebook ce 4 janvier, Serge Espoir Matomba, coordonnateur du PUS et candidat à l'élection présidentielle de 2018, annonce qu'il prévoit de rencontrer dans les prochains jours les autorités compétentes en la matière pour apporter des solutions à ce problème. Une démarche déjà certainement entreprise par l'honorable Roland Aden-Goïssi, député de la Nation. Elle qui a adressé une correspondance au délégué général à la Sûreté nationale le 3 juillet 2020 et qui affirme avoir mené une enquête sur la question. Il ressort de cette enquête que 305 157 cartes nationales d'identité sont en attente de production, pour 8 000 en cours de traitement et de nombreuses autres en étude, entre autres raisons, double ou usurpation d'identité. En effet, l'une des raisons avancées par les responsables en charge de l'établissement des CNI et qui bloquerait leur sortie seraient les erreurs faites pendant l'identification. Bonne nouvelle cependant, selon un article de Charles Mveng, journaliste, depuis le 2 janvier 2021, la production des CNI aurait été relancée avec en moyenne 10 000 cartes par jour, soit plus de 2 millions de cartes nationales d'identité déjà produites. Reste à savoir ce qu'il en est de la délivrance des passeports, un autre chemin de croix. Il a davantage revenu évidemment sur ce mouvement qui est né pour revendiquer ou réclamer les CNI. S'agissant de la conférence de presse tenue à Yaoundé, il faut rappeler que, du moins à sa décharge, la DGSN parle davantage d'un problème de double nationalité, voire triple nationalité, que certains Camerounais d'identité, double ou triple identité que certains Camerounais détiennent, dont certains Camerounais détiennent. On parle d'environ 3 millions de personnes et si le processus de sécurisation donc a bloqué tout cela et je souhaite que les uns et les autres viennent s'expliquer, se justifier. Bref, il est question d'assainir le fichier. Selon la DGSN, on parle également d'un nouveau process d'établissement de la carte, process, disent-ils, plus sécurisé. Un mot là-dessus, Abel Elimbi Robert, sur la CNI. Je n'ai pas de carte d'identité. Vous aussi. Voici un récépissé. Je me suis fait réidentifier. Ma carte n'était même pas encore périmée. Je suis allé quelques jours avant. C'était le 3 mars 2000. Je crois le 3 mars 2020. Voilà, c'était le 10 mars 2020 qu'on m'a délivré mon premier récépissé. Je suis déjà à côté de mars 2021. Je n'ai pas de carte. On vient de me proroger encore jusqu'en juillet. On vient de me proroger là jusqu'en juillet 2000. Vous êtes-vous assuré que vous n'avez pas une double identité, Abel Elimbi Robert? Est-ce que quelque part, entre vos classes, vos diplômes, est-ce que vous n'avez pas changé une virgule sur... Alors, j'entends donc des raisons comme celle-là. Je ne peux pas me satisfaire de ce type de raisons parce que c'est des formes d'incompétence. C'est-à-dire qu'on est dans des situations où tout nous dépasse. On est incapable de produire les épreuves des examens, de les transporter, de les amener dans les centres d'examen en toute sécurité. On retrouve des gens qui ont ces épreuves dehors. On produit
on fait des examens, on produit les résultats, on est incapable de donner les diplômes aux gens. C'est aussi parce que les gens ont 2, 3 diplômes ou bien double identité que depuis des années, les enfants passent de cette carte d'études primaires, ils n'ont pas leur CEP, ils n'ont pas leur... Donc pour vous, le problème, c'est l'incompétence. Nous sommes dans des manifestations extraordinaires d'incompétence, sauf que nous sommes dans une autre situation qui doit nous préoccuper. Vous avez affaire à des dirigeants qui sont dans une situation où les récriminations ne les dérangent pas. Et c'est ça qui n'est pas supportable. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui vous fâcher, tout le monde peut se plaindre qu'il n'y a pas de cas d'identité, etc., etc. Et ça n'est même pas le délégué général. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a commis son secrétaire général, pour s'expliquer, pour expliquer à l'opinion camerounaise. Depuis combien de temps? Et vous est-ce que le fait que certaines personnes ont une situation compliquée qui mérite examen, c'est ça qui empêche que ceux qui n'ont pas de situation compliquée attendent 6 mois, 1 an? Je vous rappelle que la carte d'identité, dans la bonne vieille époque, c'était en 48 heures. Tu venais avec 2 photos 4x4, ce qui leur a d'ailleurs valu le nom de photo d'identité. Et puis, on enregistrait tous les paramètres, on prenait votre taille, on prenait vos empreintes, et puis on mettait tout ça dans un registre, et on prenait un imprimé, on remplissait, le commissaire signait ça, demain matin, vous avez... En un mot, comment on en sort pour vous? Aujourd'hui, vous avez des ingénieurs informaticiens qui sont capables de vous programmer des processus de contrôle, de traitement de l'information. Vous avez des outils qui sont plus puissants que le cerveau humain, donc des processeurs, etc., des ordinateurs, pour traiter, faire de tous ces calculs-là à la vitesse grand V et qui devraient pouvoir vous donner les résultats immédiatement. C'est avec tous ces outils et tous ces moyens supposés modernes qu'on se trouve dans une situation où on vous identifie aujourd'hui, 1 an, 2 ans après, on ne vous a pas encore donné des cartes. Sous le prétexte que les gens ont des situations d'identité compliquées. Mais s'il y a des gens qui ont des situations d'identité compliquées, ce qu'on peut parfaitement envisager, au regard de l'ancien système qui était assez fluide, pour sortir, on peut comprendre que ces gens-là soient spécifiquement interpellés. D'accord. Mais les autres qui n'ont pas de situation d'identité compliquée, parce que quand vous parlez par exemple de moi, j'ai même une situation compliquée. Parce que mon nom s'écrit avec Y à la fin, et un jour les policiers ont commencé à l'écrire avec I. Donc vous comprenez pourquoi on n'est pas au temps. Je voudrais comprendre non, c'est pas pour ça que j'ai pas ma carte. Si Ringando le permet, si on peut prendre le dernier reportage parlant du Tchad notamment et cette équipe qui inquiète, s'il le permet. On va suivre ce reportage de Makeda Lady Newton. À côté de l'organisation, évidemment, vous avez commenté l'organisation tout à l'heure, il y a quand même le volet technique. Le Cameroun a organisé le CHAN, certainement pas pour le perdre. Mais à quelques jours de cette compétition, l'équipe nationale A' n'est pas prête. Suivez ce reportage. Dans ces matchs de préparation pour le CHAN, les résultats produits par les poulains de Martin Tungu-Pilé sont mitigés. 3 défaites, 2 matchs nuls et une équipe qui n'a toujours pas de repères à 8 jours de la compétition. On a quand même un staff qui était là depuis 1 an. On n'a pas compris pourquoi en octobre le ministre des Sports et de l'Éducation physique a décidé de chambouler le staff technique. On voit bien la difficulté dans laquelle se trouve le nouveau staff, qui a du mal, qui est obligé à chaque fois d'opérer des turnovers, de remplacer. Pas plus tard que jeudi, on parlait de 4 nouveaux joueurs dans la tanière. Donc cette instabilité également dans la tanière ne fait pas en sorte que cette équipe puisse avoir une sorte d'allant, une sorte de cohésion. D'aucuns déplorent l'absence du championnat local dû aux querelles entre les dirigeants des instances nationales de football. Non, je ne peux pas coller ça sur le manque de championnat. Ça peut avoir un rôle, le fait de jouer. Mais on a joué combien de CHAN? Le problème se situe au niveau de la crispation, la pression qu'on a mis tout autour. Beaucoup n'ont pas connu cette pression-là. Ce sont des amateurs, il faut le dire. Donc ils n'ont pas connu cette pression, ils n'ont pas joué le très haut niveau. C'est tout le monde qui va avoir un joueur dans l'équipe. Et lorsque le joueur n'est pas appelé, vous avez même des présidents de clubs qui se mettent à insulter les entraîneurs parce que leurs joueurs ne sont pas convoqués. En dehors de quelques joueurs qui se distinguent, aucun compartiment du dispositif camerounais ne donne pour leur satisfaction. Pour sortir sur la situation de Camerco, Abel Limbilobé, un nouveau directeur général. Oui, moi je pense que nous sommes là dans la confirmation que ça nous dépasse. Ça nous dépasse, tout le monde a décrié le fait qu'on multiplie les nominations, etc. Et je viens de le dire.
il y a une catégorie de dirigeants qui n'ont pas peur de la récrimination populaire. Les gens font comme si, quand ils ont leur position, parce qu'ils sont ministres de ci ou ministres de ça, même s'ils entendent le son qui vient du pays, où les gens se plaignent d'une certaine façon de faire, les gens continuent dans leur position, dans leur... Et cette forme d'entêtement est diabolique. Pourquoi vous venez, vous avez enlevé ce monsieur-là? Vous avez enlevé Dikoum, pourquoi? Parce que ce qui se passe après vous montre très bien que les raisons pour lesquelles on a enlevé tous les autres prédécesseurs étaient des raisons fallacieuses. Et à partir de ce moment, celui-ci qu'on vient de nommer, mais ne soyez pas surpris que vous allez m'interviewer demain, qu'on l'a aussi enlevé. Puisque les gens n'ont pas peur. Tout le monde de rotation, 1 an. On n'a pas peur de l'enlever. Pour rien. On n'a pas peur de ce que le pays va dire. On n'a pas peur de ce que les hommes politiques vont dire. On n'a pas peur de ce que la presse va dire. Bien sûr, ce n'est pas la presse et autres qui gouvernent. Mais l'opinion compte dans un pays. Il faut que les ministres qui sont en charge des affaires écoutent comment leurs agissements impactent dans la société. Comment vous croyez que vous pouvez nous faire croire que vous allez faire marcher cette société avec une telle instabilité dans la conduite des affaires, avec des décisions farfelues? Hier, vous avez pris un ancien PCA, vous en avez fait un directeur général. Maintenant, vous découvrez que ce n'est pas bien, vous l'enlevez. Mais celui que vous avez mis là maintenant, il était dans le sillage. Merci, il était dans l'affaire. Abel Elimbi Lobert. C'est avec vous qu'on termine cette semaine dans l'analyse de l'actualité sur nos antennes à STV. Vraiment merci de vous être consacré à cette émission. C'est moi qui vous remercie. J'avais jamais été à cette émission. Face à l'actualité. Voilà, je pense que ça ne dure pas beaucoup. Environ 6 mois, et date de juin. Juin 2020. On a fait 1 heure de temps. Oui, déjà. Bon. Il y a tellement de choses à dire. Bon, nous on dit l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonne année à votre personnel et à vos téléspectateurs aussi. Évidemment qu'on vous retrouvera sur d'autres plateformes ici. Dans une récente sortie, l'homme politique, Elimbi Lobert, contrairement à certaines allégations, a tenu à préciser que son agression n'est pas un crime d'ordre politique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.